C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Ça cause, ça complote, ça parlotte, ça ragote, ça balance grave, ça bavasse, ça raconte, ça babielle, ça se la raconte, ça passe sa langue dans sa poche, ça barnavelle. Ça jacasse, ouh yeah. Ça jacasse, ouh yeah. Ça piaille, ça blabla, ça clanque, ça ouvre son bec, ça tête caramel, ça rigole, ouh yeah. Ça va remplir le crachoir, ça barjac, ça divague, ça déconne, ça jacasse, ça crie, ça bagarre, ça jacasse, ouh yeah, ça jacasse, ouh yeah, et surtout, ça jacasse de tout surtout. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Dio 985. Nous nous retrouvons sur l'émission Ça jacasse. Oups, je me suis trompée, je recommence. C'est bien donc Radio Dio 895 sur l'émission Ça jacasse, une émission de jeunesse sur Radio Dio. Cette semaine, c'est Radio Dio c'est Radio Tilleul sur Radio Dio. Qu'est-ce que c'est que Radio Tilleul ? Eh bien, c'est tout simplement une web radio des jeunes de l'AMJC qui sont là depuis 3 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve autour d'une table composée principalement de filles sur le thème corps et féminisme en présence d'Eva. Salut. De Zef. Salut. d'Anna Lali, c'est moi, de Maë et Maë qui sera pas là, qui sera en virtuel, et Esteban à la technique. Et tout de suite, on commence par un interview de Michael Duhart qui va nous parler de son livre qu'il a publié en octobre 2021. Voilà. Alors donc le nom du livre c'est Les corps perdus. C'est mon père qui a sorti son livre il n'y a pas si longtemps de ça. Donc on va lui poser quelques questions. Mais avant ça, est-ce que tu peux donc présenter ton livre ? Oui, alors c'est un travail sur les corps dans... Bonjour tout le monde d'ailleurs, merci de m'accueillir. C'est un travail sur les corps dans la région stéphanoise, de la fin du 18e aux années 1920. En fait, c'est le fruit de ma thèse, donc c'est aux presses universitaires de Saint-Étienne. Voilà, et ça vient de paraître, c'est paru en octobre. Voilà, et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Oui, donc on va plutôt parler d'après ce que j'ai compris du corps des femmes. C'est une partie du livre. J'ai pas mal travaillé sur ces problématiques de genre dans le bouquin. Voilà. Donc effectivement, on va s'intéresser au corps des femmes, donc dans la région stéphanoise à l'époque. Donc, alors la première question, c'est comment percevait-on le corps des femmes dans la région stéphanoise, donc à l'époque ? Oui, donc dans cette époque fin 18e, année 1920, il y a eu des évolutions. Il faut comprendre que c'est pas bien différent du reste de la France. On part sur une perception d'un corps de la femme qui est faible, un corps mou qu'il faut maintenir.
ce serait dû à ses particularités génitales et cette faiblesse entraînerait même une faiblesse mentale dans la tête des gens, donc qui pourrait même dériver sur de l'hystérie. C'est un leitmotiv de l'époque. Donc cette femme, ce corps, il convient de le protéger. Par exemple, les femmes doivent sortir le moins possible parce qu'elles sont exposées au péril et comme elles sont faibles mentalement, elles pourraient se laisser entraîner assez facilement. Donc, comme le corps est mou, il faut le contenir. On lui met des corsets, on le corsette, et aussi, comme il y a une faiblesse mentale, il lui faut une éducation religieuse. Et le modèle de la femme idéale, c'est Marie, c'est la Sainte Vierge et c'est le corps idéal de la femme et ça doit être le modèle à suivre. C'est par exemple la jeune communiante qui met sa robe comme Marie quand elle fait sa communion. Et donc cette faiblesse doit être absolument contenue dans la morale. Et cet enfermement de la jeune femme, il y a des choses qui sont assez rigolotes. Par exemple, bon, je suis dans une émission de jeunes, donc je vais vous parler de trucs de jeunes, donc enfin de petits, de petits carrément, parce que je pensais que c'était intéressant de vous parler du petit chaperon rouge, qui est extrêmement raconté dans les campagnes autour de Saint-Étienne, en Haute-Loire, mais aussi sur Saint-Étienne. Il y a plusieurs versions. La version du coin, elle est hyper trash, c'est-à-dire que le petit chaperon rouge, elle se retrouve chez sa grand-mère, bien sûr, c'est le loup qui est remplacé. Il lui dit on va manger, donc elle mange donc sa grand-mère, la viande de la grand-mère et le sang de sa grand-mère. C'est du vin, soi-disant. Okay. C'est extrêmement cru. Alors il faut savoir par exemple que en fait, donc c'est toute une. On raconte le petit chaperon rouge pour faire peur aux jeunes filles, pour pas qu'elles aillent courir dehors, pour pas qu'elles prennent le mauvais chemin, parce que vous savez à un moment il y a 2 chemins et évidemment le petit chaperon rouge prend le mauvais chemin et elle rencontre le loup, c'est-à-dire évidemment l'homme. Et donc il faut savoir aussi que vous savez la fameuse expression tirer la chevillette et l'abominage terra, c'est en fait un terme de dentelière. Ça n'a rien à voir avec la porte. Et en fait, c'est tout lié au monde du travail. C'est-à-dire que on mettait les jeunes filles à la dentelle, elles restaient immobiles toute la journée. Les garçons avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient pendant ce temps-là. Ils pouvaient et toute la journée, elles étaient enfermées à faire de la dentelle et donc prisonnières des femmes. C'est pour ça qu'en fait, elle se rebelle, le petit chaperon rouge, elle se rebelle contre sa mère d'une certaine manière et contre sa grand-mère, en allant se promener, tout simplement, et en prenant le chemin qu'il fallait pas prendre. Donc, il y a même dans une version, elle a un corset de fer et elle se frotte le corset de fer contre une pierre pour se délivrer de son corset. Donc il y a toute une symbolique comme ça et les contes étaient beaucoup utilisés pour faire peur aux enfants, et ça marchait parce que vous savez il y avait encore des loups en Haute-Loire à l'époque, au fin 19e, il y en avait encore. Donc c'était une peur très très réelle. Et ça justement, j'en parle parce que aussi c'est associé au travail. Donc je crois que Zéphirine, tu avais une question à me poser à propos de cette thématique-là justement. Donc oui, effectivement. Alors, comment utilisait-on le corps des femmes dans le travail ? Ouais. Alors, bon, les femmes, souvent on a dit que les femmes travaillaient pas. C'est absolument faux. En fait, les femmes ont toujours travaillé et depuis bien longtemps. Et sur Saint-Étienne, c'était vraiment les femmes travaillaient autant que les hommes. Et elles faisaient même les mêmes travaux que les hommes. Par exemple, elles forgeaient. Elles forgeaient autant que les hommes. Elles allaient à la forge, elles faisaient les outils, elles mettaient dans la forge. Elles barraient aussi les métiers à tisser. Alors que c'est quand même
deux choses qui sont extrêmement physiques, donc ce qui vient justement contredire la faiblesse de la femme. En fait, j'étais tout à fait capable de faire des métiers de force. D'ailleurs, moi, il y a plein de femmes qui peuvent me battre au bras de fer, je pense. Et en fait, surtout, les femmes, on les utilise selon les besoins. Elles travaillent, elles sont là comme complément dans l'atelier. C'est-à-dire que le mari dit bon tu vas faire ça, etc. Avec les enfants aussi. Donc, mais certaines travaillent vraiment de la même façon. Mais quand il y a des problèmes de crise, des problèmes économiques, c'est là qu'on va rejeter les femmes. On les rejette des métiers, et évidemment on se base sur la soi-disant faiblesse de la femme. La femme de toute façon est pas assez forte, elle est trop faible physiquement, ça lui fait mal. Ça lui fait mal de travailler, etc. C'est pas bon pour son corps, ça peut entraîner des problèmes au niveau et puis en plus, donc comme elle est faible mentalement, elle est incapable d'avoir un savoir-faire. On va pas on pense qu'elle est pas capable d'apprendre un métier, et donc on va la reléguer dans des tâches subalternes. C'est en fait une main-d'œuvre de complément. Et dans des usines, on commence à l'utiliser comme le corps des femmes est un outil en fait. Alors par exemple, c'est très connu ça, mais chez les aiguiseurs, la femme était allongée, un peu incurvée vers la meule toute la journée. Alors il faut imaginer la meule qui était humidifiée chaque fois, tout le temps, et des fois elle se fracassait le crâne sur la meule. Donc elle pouvait mourir, et c'était assez fréquent. Surtout si la meule éclatait, alors là c'était dramatique. Et en fait, c'est tout son poids qui va sur les couteaux, les outils, et en fait, donc c'est vraiment une femme, un corps-outil. On l'utilise parce que voilà quoi. Elles sont très peu payées évidemment. C'est toujours le même problème des salaires entre hommes et femmes. Donc on aime quand même bien les utiliser parce qu'elles sont pas chères. Avec l'industrie, en fait, au niveau du corps des femmes, les conceptions évoluent. On s'intéresse beaucoup aux dentelières. Je vous ai expliqué, travailler ensemble, en fait, et sous la bonne garde d'une femme très pieuse qui s'appelait la Béate, qui était, qui leur racontait, donc on jacassait beaucoup évidemment, mais aussi beaucoup de prières, beaucoup de prières. Et d'ailleurs, les mauvaises femmes étaient pas les bienvenues. Les mauvaises femmes, alors c'est beaucoup dire, parce que les mauvaises femmes, on commérait énormément. On regardait par exemple si les ventres s'arrondissaient. C'est quoi les mauvaises femmes? Les mauvaises femmes, c'est-à-dire les soi-disant filles qui couraient, voilà. Alors évidemment, c'était pas les mauvaises femmes, mais on disait ça. Vous savez que quand elles avaient leurs règles, par exemple, elles ne pouvaient pas aller faire de la dentelle. Parce que ça risquait de faire des fois il y avait des fils de métal et on disait que ça ternissait le métal. C'est incroyable, ouais. Et si le souffle aussi, si elles avaient un souffle, il paraît que le souffle aussi pendant leur quand elles étaient enceintes, ou alors quand elles avaient leurs règles, ça ternissait le métal. C'est absolument assez incroyable. Et Et du coup, on se dit, c'est une bonne idée, cette réunion de femmes, on va les mettre dans des couvents, dans des usines couvents. Alors vous en avez beaucoup en Haute-Loire, autour de Saint-Étienne. On a réuni ces jeunes paysannes dans des couvents. C'est 16 heures par jour de travail. Elles sont dans des internats avec des religieuses elles sortent quasiment jamais. Autrement elles vont à la messe, etc. C'est des cadences infernales. Parce qu'on commence à mécaniser les métiers à tisser, etc. Et on exige d'elles pas le savoir-faire, mais la morale, l'obéissance. En fait, c'est comme une règle religieuse. Et en fait, moi, c'est mon postulat. Je suis persuadé que ces usines couvents ont été expérimentées sur les femmes avant qu'elles soient expérimentées sur les hommes. On a expérimenté tout ça, on a mis des règlements qui après deviendront des règlements d'usine, et ces jeunes femmes, donc voilà, on les appelait les soumas, les sommes, les sommes, je crois bien, ça veut dire les ânesses. Vous vous rendez compte, en patois.
Voilà. Et elles étaient, alors certaines sortaient, alors quand elles sortaient, elles avaient un bas de laine, donc c'était intéressant d'en choper une pour se faire de l'argent. Voilà, autrement. Il faut savoir quand même que la dentelière, dans les campagnes, quand elle était mariée, c'était les 2/3, voire les 3/4 du revenu du foyer qui était fait par la dentelle. Le reste, c'était par l'agriculture. Le mari foutait pas grand-chose. C'était la femme qui travaillait. De toute façon, la femme s'occupait du foyer et des enfants. Et c'est elle qui assumait le fait de nourrir les enfants. Le mari, en fait, profitait de son argent. Voilà. Bon, c'est à peu près ce que je peux dire sur le travail. Il y aurait beaucoup d'autres choses, hein, mais on n'aura pas trop le temps. Et puis, il faut... Donc, vas-y, Zéphirine, si tu as une autre question. C'est moi. Voilà. Mais c'était juste, du coup, comment elle a évolué la vision sur les femmes par rapport à avant? Voilà. C'est, si vous voulez, à la fin du 19e, tout ce que je vous ai expliqué, ça devient scientifique. C'est-à-dire, on commence à avoir des théories scientifiques. C'est la période où on parle de la dégénérescence. Hein. À cause des mauvaises mœurs, etc., on dit que les corps des ouvriers sont dégénérés. Et les femmes, c'est pire que une dégénérescence, elles sont ataviques. C'est-à-dire que... t'arrêtes de te moquer de moi, toi. Elles sont ataviques, c'est-à-dire qu'elles sont comme des femmes préhistoriques, si vous préférez. Elles ont pas évolué vraiment. Et on pense que les femmes sont ataviques. Et elles sont responsables, en fait, de la dégénérescence parce que elles transmettent la vie. Je sais pas ce qui te fait rire. Tu vas voir tout à l'heure. Et évidemment, qu'est-ce qu'elle passe comme dégénérescence? La syphilis. Je suis trop long, non? Non, c'est bon. Elles transmettent la syphilis, en particulier les femmes légères, les prostituées. Vous savez que à la fin du 19e, il y avait à peu près 1000 prostituées à Saint-Étienne pour 120 000 habitants, ce qui est absolument énorme. Il faut imaginer qu'on en voyait plein dans les rues. Et elles racolaient. Je vous parle pas des bordels, hein. Les bordels où elles étaient enfermées, et puis il y avait les filles libres, qui étaient dans la rue. Il fallait surtout pas qu'elles se fassent choper, parce qu'autrement elles étaient encartées par la police. Et donc c'est quelque chose de très fréquent à Saint-Étienne. Et de toute façon elles sont obligées, ces filles, de se prostituer, parce que elles n'y arrivent pas. Ou elles ont des enfants toutes seules, ou alors elles sont ourdisseuses, c'est-à-dire elles font un métier où on faisait, enfin bon, je vais pas vous expliquer, c'est un métier de la passementerie très très mal payé. Donc en fait elles s'en sortaient pas, ou alors elles étaient laveuses et elles s'étaient très mal payées aussi. Donc de toute façon c'est des filles qui lavent, donc c'est des corps sales. Donc on estime que c'est des corps sales, donc c'est aussi les prostituées ont des corps sales aussi. Donc la saleté, la souillure était liée à ça. Je sais que vous allez parler des cheveux. Et la dégénérescence, on voit la dégénérescence aussi de la femme à travers ses cheveux à l'époque. Et il y a il y a des pages, enfin il y a des choses entières sur la couleur des cheveux des femmes. Je suis tombé sur un interrogatoire, par exemple, sur une prostituée de l'époque, où c'est juste sur ses cheveux. On parle de la couleur de ses cheveux qui a changé. Et à partir du changement de ses cheveux, évidemment, elle a viré au roux, évidemment, plus ou moins au roux, au brun, au roux. Elle a changé et du coup, elle a changé en même temps de personnalité. Alors c'est parce qu'elle change de personnalité que ses cheveux changent de couleur. Et il y a plein de théories là-dessus à l'époque. Les femmes rousses sont sont des mauvaises femmes, etc. Enfin bon, il y a tout un truc sur les cheveux. Et enfin, qu'est-ce qui était pas bien? Est-ce que c'était le fait d'aller contre la nature et de changer ses cheveux, ou avec une couleur de représenter une autre femme qui... Non, je pense que c'est le mental, en fait, c'est leur mental qui changeait la couleur des cheveux. Enfin, et puis en plus, alors il faut comprendre que par exemple, il y a une poétesse de l'époque qui s'appelait Cécile Sauvage dans le coin, et on a une description uniquement de ses cheveux dans un texte où la couleur de ses cheveux a changé avec son âge. Ils expliquent ça parce qu'en fait, ces femmes, on les regarde de loin et on regarde leurs cheveux, en fait.
on leur parle pas vraiment. Hein. Les cheveux sont très importants parce que c'est l'apparence. Elles ne montrent que leurs cheveux en plus, hein, si vous voulez. Bon, elles étaient très corsetées, très couvertes. Et on fait plein d'analyses sur la couleur des cheveux, sur les cheveux qui changent. Donc, ça serait mental. En fait, c'est l'esprit. Et il y a plein de théories. Alors, les mauvaises femmes, évidemment, ont des cheveux qui changent. Et puis, comme elles sont versatiles, vous voyez. Donc, la couleur des cheveux change. Voilà. Et du coup, quelle stratégie elles utilisent, les femmes, pour résister un peu à la domination masculine ? Alors, il y a très peu de révoltes. Hein. Il faut savoir qu'il y a quand même une révolte assez incroyable de vénériennes, de syphilitiques qu'on a enfermées à l'hôpital. C'est assez incroyable. Hein, en 1887, elles commencent à tout défoncer les portes, etc. Mais en fait, il y a très très peu de résistance. Toutes les résistances sont cachées. Hein. L'avortement. Les discours aussi. Les discours sont cachés. On dit on va pas au bal, mais en fait on y va. Hein. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, on se cache. Et puis, il faut savoir quand même, à la fin du 19e, il y a beaucoup de femmes qui vivent seules. Et elles commencent de plus en plus à choisir leur homme. Donc on a quand même, mais n'empêche qu'elles en chient, quoi. Elles vivent seules. Hein, des fois avec beaucoup d'enfants. Donc c'est très compliqué. Bon, on n'a pas le temps de développer tout ça parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Mais bon, voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près à vos questions. Oui. Voilà. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie, tu t'es bien foutu de ma gueule pendant mon interview, mais bon, mais non, pas on en reparlera à la maison. Non, c'était ça super, se voit pas à la radio. Super. Bon, maintenant, nous allons parler donc de la manif féministe qui a eu lieu à Saint-Étienne il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a fait un micro-trottoir, on s'est rendu sur place et on a pu interviewer quelques personnes. Et on a pu constater qu'il y avait une diverse d'opinions sur le féminisme. Et donc on va faire passer un extrait. Assez de cette société qui ne respecte pas les trans, les gays, les racisés. Alors la question c'est, j'aimerais savoir pour toi ce que ça représente cette manifestation et quel message vous faire passer. Alors moi je viens pas de la ville de Saint-Étienne, mais je trouve que c'est une manifestation qui est importante et je suis heureuse d'y participer ici parce que je rate celle de la ville d'où je viens. Elle a beaucoup de sens, c'est un sujet qui est trop souvent malmené par la presse et les médias. Les violences faites aux femmes, on n'en parle pas assez, donc je pense que si on pouvait en parler plus souvent et notamment sur une manifestation, ce serait idéal. Donc je suis là pour qu'on en parle plus, pour prouver qu'il y a du monde qui s'intéresse à cette question. Ça permet de faire parler de la lutte, ça permet de la diffuser, de rencontrer des gens qui se battent pour les mêmes choses. Et à force d'en parler, les gens finissent par entendre petit à petit. Et plus on en parle, plus la condition s'améliore. Je pense que c'est un moyen c'est un moment où on peut se fédérer en tout cas autour de cette cause. Et ça fait du bien en tout cas. Voilà justement quand on dit qu'il faut sortir de cette solitude-là, cette journée en tout cas et ces mobilisations permettent de se retrouver autour de la cause contre les violences faites aux femmes. Pour moi c'est fort parce que déjà de voir autant de femmes regroupées, peut-être que ça peut faire ça peut faire un déclic dans la tête des gens et c'est surtout que peut-être que ça aidera les gens à comprendre, de nous voir autant réunis, ça peut vraiment aider je pense. Moi je trouve que ça m'apporte beaucoup de soutien parce que ça montre qu'on n'est pas toute seule en fait et que les violences c'est vraiment tous les jours et on en subit presque tous les jours et du coup je me sens moins seule de me dire qu'il y a toutes ces femmes qui sont là pour nous épauler, tous ces hommes, toutes ces personnes divergentes et je trouve ça vraiment incroyable de dire que c'est enfin possible aujourd'hui et à l'époque c'était impossible quoi. Donc je trouve ça génial et j'espère qu'il y en aura d'autres. Je fais partie des personnes qui ont fait les banderoles. Les banderoles de ce soir. Et justement, ces banderoles, quel message vous essayez de faire passer à travers tout ça et à quoi elles servent ? Moi, ce qui me semble important avec ces banderoles, c'est que la voix, c'est un grand mot, tu vois, mais que la voix des femmes et que des personnes qui ont subi des violences sexistes et sexuelles puissent apparaître dans ces manifs-là. Et dans leur individualité en fait, parce que je trouve que c'est vraiment trop chouette quand il y a vraiment beaucoup de personnes, mais qu'on puisse voir les individualités de chacune et de chacun, c'est important.
Et en fait, ça a été des moments vraiment super de rencontre en fait. Ça a été lancé avec un appel et des personnes que je connais pas ont déposé des banderoles. Il y a des enfants qui en ont fait, des personnes plus âgées et c'est assez satisfaisant. À quoi elles servent après laisser des traces. Laisser des traces. Bonne réponse. Et une dernière question, pour toi cette manifestation ça représente quoi, ça symbolise quoi et à quoi elle sert cette manifestation? Pour moi c'est le moment de voir à quel point on peut être nombreuses et nombreux, même si des fois on espère qu'il y ait plus de personnes. Je pense que c'est aussi utile dans le fait que des personnes nous voient les messages qui sont sur les pancartes, sur les banderoles, entendent les chants. Et moi, dans l'idéal, j'aimerais que ça fasse bouger les choses. Dans l'idéal, j'aimerais qu'on fasse plus de manifs parce qu'il n'y a rien à modifier dans la société, mais malheureusement, c'est pas le cas. Après, voilà, il faudrait que ce soit des choses qui puissent faire bouger les choses et c'est pas encore complètement ça, malheureusement. Je suis ici parce qu'il me semble nécessaire qu'en 2021, on se mette tout ensemble pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre qui sont pas assez représentées à mon sens dans notre société qui est patriarcale. Et je trouve ça assez important de me dire que je trouve ça assez important de dire que en fait on est une minorité, peut-être, certes, on n'est pas assez écouté, mais pourtant ça ne nous empêche pas de descendre dans la rue, de rester aussi vénères et solidaires. Nous sommes femmes, nous sommes fières, féministes, radicales et en colère. Merci. Du coup, là, on est actuellement dans une manifestation. C'est une manifestation, effectivement. Contre les violences faites aux femmes et aussi pour les genres sous-représentés. Qu'est-ce que ça fait d'être un homme cis ici? Tout simplement. Blanc. Favorisé par le système. C'est genre, oui. Ouais. Et c'est tout simplement, par solidarité, pour ma mère, les femmes qui sont proches de moi, simplement. Je trouve que c'est tout à fait normal que je soutiens dans leur cause, qui est tout à fait légitime. La condition des femmes n'est pas comparable au racisme et à l'esclavage. Les cours de français qu'on parlait de ça. Du coup, cette chanson de Vous les femmes, elle est raciste en fait parce qu'il y a la condition des femmes qui est comparée à la condition des esclaves et c'est juste pas possible et ça met toutes les femmes au même niveau que les esclaves alors qu'il y a des énormes différences entre les femmes racisées, les femmes qui étaient esclaves et les femmes qui n'ont jamais été racisées, qui n'ont jamais été esclaves et qui étaient bourgeoises et qui ont profité de l'esclavage en fait. Et du coup il n'y a pas que le terme Levons-nous femmes esclaves, il y a aussi mention du continent noir. Et le continent noir, pareil, c'est une métaphore qui a beaucoup été utilisée en histoire et qui est, de manière générale, et qui est très problématique parce que le continent noir, ça se réfère à l'Afrique comme si c'était un continent pas exploré. Voilà. Et donc, il existe une version décoloniale. Maintenant, nous allons parler donc de l'atelier d'autodéfense féministe qui a eu lieu à la MJC des Tilleuls. Nous avons ici Eva qui a fait l'atelier. Donc je vais te poser quelques questions. Okay. Alors donc déjà quel est le principe, le but de ce stage d'autodéfense? Le but c'était surtout en fait d'apprendre à se défendre et on a appris aussi plein de choses que je pensais pas que ça existait tout simplement. On a appris déjà à se défendre que ce soit physiquement en fait les bases, si jamais il y a un homme qui tente de t'agresser, un homme ou une femme même qui tente de t'agresser, les principes de base en fait. Mais on a aussi appris, on a parlé des violences plus psychologiques, donc à poser nos limites en fait, que ce soit si on est en couple avec quelqu'un et qui respecte pas nos limites, on a vraiment appris ce principe en fait de poser nos limites quoi. Et ce stage a duré combien de temps? Il a duré une journée. Il a duré c'était du matin à 10h je crois jusqu'au soir à 17h, donc on a passé une journée tout ensemble. Donc, Et vous étiez combien et c'est comment que tu en as entendu parler de ce stage? Alors moi déjà j'en ai entendu parler par la MJC du coup et il y avait des affiches tout ça et puis je me suis dit que ça pouvait être cool donc j'y suis allée et on n'était pas super nombreuses, on était 7 donc c'était un petit comité mais je trouvais ça cool aussi quoi, c'était pas mal. Donc c'était quoi le programme, comment ça s'est déroulé et donc pourquoi tu t'es inscrite? Alors le programme, moi je suis arrivée un peu en retard, mais en gros, fallait juste
On a parlé d'abord du coup d'apprendre à se défendre physiquement en fait, et puis à la fin on a fait une grande discussion sur les relations toxiques, tout ça. Donc en fait je pense qu'il n'y a pas vraiment de programme à signer. En fait c'est un peu on apprend à se défendre physiquement et puis après on voit un peu où ça nous mène et voilà. Et peux-tu donc nous parler de ce que vous avez appris ou pas, des techniques alors déjà je divulgue pas mes techniques parce qu'on sait jamais, ça se trouve il y a des agresseurs qui nous écoutent. Non mais en fait c'était surtout on a appris déjà à nous défendre si jamais dans la rue on nous agressait, si on nous plaquait contre un mur, si on essayait de nous voler ou des pickpockets quoi. Si même dans une soirée on se mettait au-dessus de nous, tout ça, on a appris pas mal de trucs avec donc on s'appelle le rebond, enfin tu sais pour arriver à propulser sa force sur l'autre en fait, pour le repousser. Des techniques pour. Ouais voilà, on a compris qu'on n'avait pas besoin d'être hyper musclée et hyper forte pour repousser quelqu'un, il fallait juste avoir 2-3 techniques et voilà ouais. Ok. J'ai une question. Ouais, vas-y. Est-ce que genre t'as appris que des techniques physiques ou parce que moi je me rappelle que j'en avais entendu d'un stage comme ça pour les femmes et il y avait aussi tout ce qui était verbal, des clashs, on a appris beaucoup de trucs comme ça aussi. Par exemple on a vu que le fait de crier ça pouvait déjà intimider beaucoup quelqu'un en fait, qu'il n'y avait pas forcément besoin d'utiliser la force et que juste des fois faut juste s'imposer, être là et en fait la personne elle a peur de ça, elle s'attend à que tu te mettes à pleurer ou que tu partes en courant, tout ça, et en fait si tu restes là, que tu te montres comme quelqu'un de fort, et ben ça peut déjà réussir à faire partir la personne. Ça me fait penser à un truc, enfin j'ai dit ça parce que genre sur mon fil Insta TikTok, j'ai vu une vidéo d'une meuf qui se faisait suivre dans la rue et elle a fait je pense que tu connais je connais une technique, les filles reproduisaient-la, le mec il la suit et tout, il force et tout, puis au d'un moment elle fait le dindon, elle fait et genre le gars il s'enfuit mais oui voilà c'est donc faire la folle quoi. Mais ça marche en fait, c'est juste on en a parlé de ça en plus, on a dit bon si vraiment ça marche pas faites juste la débile et ça passe quoi. Mais c'est vrai que j'avais jamais pensé, mais pourquoi technique pas, à essayer du coup. Voilà. Après il faut assumer oui c'est ça. Et donc tout ça t'a apporté quoi? Déjà je me sens plus en sécurité maintenant. Même si avant je me sentais pas vraiment en danger dans la rue, enfin je sais pas, j'avais pas forcément peur, mais maintenant tranquille quoi. J'ai l'impression que si quelqu'un, en fait non c'est bien dit ça, mais je me dis au moins si quelqu'un m'arrête je vais tester mes techniques. Non c'est mais non mais c'est surtout que ouais je me dis je sais quoi faire en fait. Je suis pas totalement démunie face à la situation et c'est beaucoup plus rassurant en fait de se dire ça quand tu te promènes toute seule quoi. Et donc, comment tu es sortie de ce stage? Est-ce que tu as changé ou pas d'opinion? Est-ce que les avantages, les inconvénients? J'ai pas tellement changé d'opinion, mais ça m'a fait prendre conscience de choses que je savais pas forcément. Par exemple, des fois, je pensais que c'était des choses normales, et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a rien de normal là-dedans, quoi. Enfin, c'est totalement, enfin, je sais pas comment expliquer, mais en mode. Des fois, dans les relations, tu te dis, ça c'est normal, mais en fait, on n'a même pas parlé que des relations en couple, entre guillemets, on a parlé des relations dans l'amitié, tout ça. Et en fait, juste le fait de poser ses limites, que ce soit physiquement, par exemple, enfin, moi je sais que je suis pas très tactile en fait, et des fois, il y a des gens qui arrivent, qui te prennent par les épaules, par les bras, qui te parlent ça, et moi je sais que j'aime pas ça, et en fait, je me disais, c'est un peu, enfin, c'est pas de ma faute, hein, mais genre, juste, j'aime pas, voilà, c'est mon problème, voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est juste quand tu rencontres quelqu'un, faut apprendre à dire moi j'aime pas ça en fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe en fait de dire avant que la personne elle teste entre guillemets de dire ça. Enfin, on pense pas à poser nos limites quoi. Du coup c'est cool d'avoir appris ça. Donc ce stage, est-ce que ça a été un moyen pour toi d'expression, enfin de t'exprimer? De m'exprimer. Alors ça m'a vraiment. En vrai, oui, parce que du coup, après, avec donc, toutes les filles, on en a parlé, tout ça, et en vrai, on a parlé de plein de trucs, et j'ai pu parler de choses que je pensais genre, normales, du coup, et en fait, non, et en fait, ça avait vraiment fait une prise de conscience sur des choses qui, pour moi, étaient totalement banales dans le quotidien, et en fait, je me suis dit, mais en fait, non, enfin, tu vois, c'est pas... Et aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait des filles qui avaient vécu des trucs aussi, donc c'était cool de partager tout ça, quoi. Moi, je suis sûre qu'il y a des filles qui nous écoutent. Est-ce que genre c'est possible que tu nous divulgues genre des techniques que tu as apprises? Moi, ça m'intéresse de fou. Je vais vous faire une petite
Allez, on confidence. Alors, bah déjà, pour si jamais, non, j'ai vraiment que 2 techniques qui me viennent en tête. C'est alors, si jamais il y a un mec qui vous agresse, donc vous pouvez lui prendre, les couilles, désolé du terme, et vous lui prenez et vous tirez en tournant. Et non mais j'ai vraiment que cette technique qui me vient en tête. Mais sinon c'est trop compliqué à expliquer. Et bah ça marche bien, je pense. J'ai pas testé, mais je pense que ça marche bien. Esteban approuve. Et je pense que ça fait mal. Et aussi, il y a par exemple des trucs très simples comme si quelqu'un vous agresse et qu'il est face à vous, vous pouvez juste prendre vos 2 doigts et l'enfoncer dans les yeux. C'est un peu barbare, mais ça doit faire mal aussi. Ouais, c'est. Mais oui, non, mais c'est pas hyper dur à faire entre guillemets et ça fait super mal. Ou même on a appris des techniques. Si quelqu'un est face à vous, enfin en fait faut voir, mais c'est genre schlac. Enfin moi du coup personne ne voit, mais c'est vraiment des techniques par rapport au positionnement de la personne qui t'agresse en face en fait. Okay, tu réagis en fonction de ça. Voilà. Ok, d'accord. Et est-ce que tu aurais envie de refaire un stage de ce genre? Ouais, moi j'aurais bien aimé en refaire un, peut-être avec des différentes personnes ou même une différente personne qui m'apprend du coup parce qu'on avait une dame qui nous a appris toutes ces techniques là et j'aurais bien aimé en refaire un parce que je suis sûre qu'on aurait encore pu en parler en fait et en faire pendant des jours et des jours limite, donc ça peut être super intéressant d'en refaire un, donc voilà. Ok, super, merci. Et je sais pas si Annalali t'as d'autres questions. Non, c'est bon. Ouais, ok, super. Maintenant, on va passer une chanson. Donc, Mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Donc, ma vie, mon corps, mes décisions, de la rappeuse mexicaine Mar Adventencia. Je sais pas si je prononce bien. Maria Adventencia. J'ai pas d'accent espagnol. Ouais, l'accent espagnol. Bref. Voilà. Hey, porque ser mujer es una bendición. O al menos eso fue lo que nos contaron. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer. Así que no pretendas que me comprendes. Si jamás has sangrado, no me mientas que lo entiendes. Es entre dientes tu inclusión y tu equidad. Es solo un lindo discurso, ya sé hasta qué dirás. La importancia de la mujer para la sociedad. Pero de nueva cuenta solo en palabras quedará. Así ha pasado y han sido muchas las muertas por abortos clandestinos y a pesar de las protestas. Es grande tu ego y más grande tu ignorancia. Tu herramienta contra mí es la violencia. Ya basta de eso, ya basta de esa farsa. Si seré yo a quien reprimas de nueva cuenta. Tú solo niegas que existe un problema real, porque es más fácil ocultar y callar. Por un aborto legal y gratuito, porque no se criminalicen nuestros actos. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Voy decidida a no dejarme de tus leyes. Reprimes mi derecho y legalizas mi muerte. De cuando acá tú sabes lo que me conviene y de cuando acá decidir por mi derecho tienes. Derecho a la vida, sí, pero una vida digna. Dime si es digno cuando controlas y me humillas. Como siempre todo es cuestión de perspectiva. ¿Pero de quién? Claro, no de la mía. No quiero más condescendencia de burócratas. Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna. Debe ser también una garantía individual. Quiero despenalización, quiero reformas. Mi paciencia se agota y el mar casi se seca, pues llevo siglos esperando tu respuesta ante un sistema patriarcal que poco se presta. Pero entiende, somos mujeres, la decisión es nuestra.
Donc vous êtes toujours avec Saja Cass et Radio Chial sur le 89.5 de Radio Dio. On vient du coup d'écouter Mi Vida, Mi Cuerpo, Mis Decisiones, je ne pas l'accent espagnol, mais voilà, de la rappeuse Mare Advertencia. Voilà. Et puisque cette émission elle parle des corps féminins, on va vous parler de nos cheveux. Donc on va d'abord accueillir Maë qui va nous parler un peu de son rapport avec ses cheveux. Du coup bonjour. Je sais pas si tout le monde m'entend ou si c'est ok. Oui, t'inquiète, on t'entend. Et du coup, on n'a pas précisé, mais Maë, elle est au téléphone, donc voilà. Et du coup, Maë, est-ce que tu peux nous présenter comment ils sont tes cheveux ? Alors moi, actuellement, j'ai des cheveux rouges. Après multiples décolorations, j'ai fini avec les cheveux rouges. Je suis passée par plein de styles de couleurs différents, avec des décolorations, des split hair. J'ai fait pas mal de choses à mes cheveux, ouais, malheureusement. Est-ce que pour toi, les cheveux, ça a un rapport avec l'identité de genre ou... Pour moi, non. Absolument rien à voir. Je pars pas du principe que d'avoir des cheveux longs, ça signifie que t'es une fille, et d'avoir des cheveux courts, ça signifie que t'es un mec. Je pars du principe que les cheveux, c'est quelque chose qu'on peut changer parce que ça repousse, qu'on peut faire plein de tests dessus. Et que ça fait, moi je trouve ça super agréable de pouvoir changer de tête grâce aux cheveux, parce que ça fait quand même changer beaucoup de choses physiquement, d'avoir les cheveux rouges ou d'avoir les cheveux noirs, mais ça n'a rien à voir avec le genre. Et depuis toute petite, tes cheveux ils ont évolué. Comment il a changé un peu, si tu avais un rapport maintenant qui est différent que quand tu étais petite et que du coup c'est peut-être plus tes parents qui te faisaient ta propre coupe de cheveux, quoi. Et quand j'étais petite, j'ai eu longtemps les cheveux courts, une petite coupe comme les gens appellent à la garçonne, donc les gens savaient pas trop si j'étais une petite fille ou un petit gars. Mais du coup après j'ai eu une frange, j'ai eu plein de différentes coupes, différentes couleurs de cheveux. Après, c'est vrai que logiquement, les choix que j'ai fait depuis peu de changer de couleur de cheveux régulièrement et d'avoir des choses qui sont un peu plus extravagantes, c'est pas ce qui plaît forcément à mes parents. Mais en soi, ça n'a pas été une grosse opposition. J'ai jamais eu je me suis pas fait renier parce que j'avais changé ma couleur de cheveux, quoi. Et ça arrivait que tu recevais des critiques. Est-ce que ça a été dur pour toi parfois, on pouvait te confondre avec un garçon ou une fille. Franchement, moi, j'ai pas de souci avec le genre, en fait. Donc, qu'on me prenne pour un garçon ou pour une meuf, ça change pas grand-chose pour moi. Je suis même des fois très heureuse qu'on me prenne pour un gars. Mais du coup, j'ai pris pas mal de remarques dans ma vie, oui, forcément. Après, des cheveux, les cheveux colorés, et j'ai un style vestimentaire qui est quand même assez marqué aussi. Alors, du coup, les gens sont plus aptes à faire des remarques là-dessus. Mais c'est pas des remarques, la plupart du temps c'est pas malveillant, c'est vraiment des remarques en disant oh là là mais attends mais tes cheveux c'est fou, c'est hyper original, pourquoi t'as fait ça, c'est pas des questions comme tes cheveux, on dirait une meuf qui sort des beaux-arts ou d'autres choses comme ça, c'est quand même relativement bienveillant à la base. Est-ce que tu pouvais recevoir des remarques sur le fait, parce que souvent quand il y a des filles qui ont les cheveux colorés, on dit ah c'est une féministe extrémiste ou ah elle est lesbienne. Ouais, ce genre de choses. Et ça c'est le genre de remarque qui m'agace fortement parce que ça veut encore dire que les cheveux sont un marqueur de ce que tu penses ou ce que tu es. Après pour moi c'est pas faux, hein. Logiquement j'ai des cheveux colorés et puis je suis bien féministe et je suis LGBT, donc forcément je rentre dans les standards des clichés qu'on peut faire sur les meufs avec les cheveux colorés. Mais c'est vrai que c'est des remarques que je trouve pas fondées et complètement stupides parce que on n'a pas besoin d'être LGBT pour avoir les cheveux bleus, on n'a pas besoin d'être féministe pour avoir les cheveux décolorés ou même les cheveux rasés sur les côtés. Enfin, ça n'a pas de rapport l'un et l'autre. Et du coup, une dernière question. Je sais plus en fait. Ok, moi du coup, j'ai une question. Est-ce que quand tu décides de changer de coupe de cheveux ou de couleur de cheveux, c'est pour, pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est pour, parce que moi je connais par exemple des amis qui changent comme ça de coupe dans des périodes où ils vont mal parce que c'est un moyen de changer quelque chose en eux. Enfin, pour toi du coup c'est dû à quoi tout ça, tous ces changements?
franchement, moi, très honnêtement, hein, quand je change de couleur de cheveux, c'est parce que j'ai besoin de gros changements. Je suis quelqu'un qui aime pas trop la routine et quand c'est tout le temps pareil. Du coup, quand j'ai besoin de grands changements, ça s'exprime aussi par ma tête. C'est la chose que je vois le plus tous les jours. Donc, je pense directement à faire quelque chose à mes cheveux. Ça peut se justifier par des gros moments de mal où ça va pas du tout et où il faut que je tire un trait direct sur le passé et ça s'écrit par changer la couleur de mes cheveux. Mais ça peut être aussi pour une question pure de... Enfin, je trouve ça plus joli maintenant. J'ai passé mon moment où je trouvais mon autre coupe de cheveux plus belle et du coup je vais décider de changer, mais rien à voir avec des standards de mode actuels ou des choses comme ça. C'est juste vraiment parce que moi ça me plaît et ça me correspond plus en ce moment. Et donc pour toi, est-ce que le fait de se teindre les cheveux, ça a donc un rapport à l'identité, à notre identité? Est-ce que on cherche à montrer quelque chose? Eh ben, on cherche pas forcément à montrer quelque chose. Enfin, moi, je pense qu'à partir du moment où on fait des transformations physiques, bon là, c'est pas des transformations physiques qui dureront toute notre vie, mais à partir du moment où on cherche à changer quelque chose sur nous, c'est à la base pour nous-mêmes et pas pour les autres. On ne cherche pas à montrer quoi que ce soit, mais c'est pour nous faire plaisir à nous principalement. Après, je pense que forcément, ça reflète une certaine identité parce que changer de couleur de cheveux pour passer du brun au blond, c'est moins extravagant que de passer du brun au rouge. Du coup, faut accepter derrière d'être vu et aux yeux des gens de paraître pour une telle personne ou une telle idéologie, quoi. Eh ben, merci beaucoup Maë d'avoir partagé tout ça avec nous. Et maintenant, du coup, on va parler avec Anna Lali. Comment est-ce que tu décrirais tes cheveux? Alors moi, ils sont crépus. Et il y a peut-être 6 mois, j'ai fait une décoloration. Voilà, je voulais vraiment changer de tête et tout. J'avais rien fait d'auparavant qui sortait un peu de l'ordinaire et tout. Et je le regrette un peu parce que moi, je m'attendais à faire un dégradé et tout. J'ai voulu le faire moi-même et au final, voilà. Mais bon, de toute façon, c'est une décoloration. Du coup, on peut pas l'enlever. Il faut que j'attende que mes cheveux poussent. Ouais. Voilà. Et tu t'es déjà pris, toi, des remarques sur peut-être la forme de tes cheveux, la couleur ou tout ça? Du coup, si t'avais fait une couleur? Ouais, oui. On m'a fait des réflexions. Négatif, je pense pas, j'en ai pas en tête. Ouais. Mais positif, oui. Oui, t'as beaucoup. Ah bah c'est bien. On va voir du positif. Ouais, carrément. Ça m'étonne, de fou, parce que les cheveux crépus, en général, c'est un peu mal vu. Enfin, à une certaine époque, etc. Maintenant, ça a beaucoup évolué. Mais du coup, j'ai eu plus de remarques positives que négatives. C'est cool. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que t'aimes tes cheveux ou est-ce que t'as eu déjà des problèmes où t'aimais pas tes cheveux, tu trouvais que c'était moche ou pas, ou ils sont beaux tes cheveux, mais non, la question parce que voilà. Mais je veux pas généraliser, mais j'ai l'impression que les personnes avec des cheveux crépus, c'est très le fait d'aimer ses cheveux crépus, ça vient pas naturellement. Moi, je sais qu'il y a pas très longtemps que ça que j'aime mes cheveux. Et encore, c'est un grand mot aujourd'hui. Mais au début, moi, je ne supportais pas mes cheveux. Pour vous dire, quand j'étais petite, je me déguisais et je mettais un foulard sur ma tête et je faisais mes cheveux lisses, longs, qui partaient au vent. Parce que en fait, moi, je rêvais d'avoir les cheveux de réponse, lisses, raides, droits, qui au vent s'envolent comme ça. T'as la mèche devant les yeux. Moi, je rêvais trop de ça. Et je me mettais tout le temps des foulards, mais c'est une image qu'on te montrait. Parce que quand tu regardais des films, tu voyais des filles comme ça et tu te disais pourquoi je leur ressemble pas. Je pense que je pense clairement que c'est ça. Puis moi, j'ai pas toujours été en France, du coup. Quand j'étais en Afrique, tout le monde avait les mêmes cheveux que moi. Et puis quand je suis arrivée en France et que j'ai vu que la majorité des petites filles, elles avaient des cheveux lisses et tout, et qu'elles pouvaient... Ça a fait un choc et du coup je voulais la ressembler. Tu te sentais un peu à part, quoi. Ouais. Puis c'est comme moi j'avais écouté un podcast et c'est une dame qui racontait qu'en fait dans les
dans les îles, je crois, métropolitaines, mais de France. Hein. C'est pas français. Je sais pas, voilà. Et ben, dans un collège, ils avaient interdit les coiffures afro et que c'était juste autorisé les tresses ou les cheveux lisses et tout. Et moi, j'étais choquée. Enfin, je pensais pas que. Au contraire, je pensais que c'était plus accepté dans ces pays-là. Mais en fait, j'ai découvert que vraiment, c'est une culture, c'est le défrisage, le délissage, le lissage brésilien, tout ça. Il y a plein de. Il y a plein de bouquins ou d'interviews sur Internet de femmes avec des cheveux crépus qui disent que quand elles vont au travail avec un afro, le patron lui renvoie en disant je change de coupe, ça va pas, c'est pas du tout professionnel. Ça fait trop sauvage, trop mal coiffé, trop extravagant. C'est ça. Et ça dérangeait. Après, moi, peut-être parce que je travaille pas encore, mais en tout cas, j'ai jamais eu de réflexion, même à l'école. Enfin, vraiment, rien de tout ça. Voilà. Et il y en a, ils parlent d'appropriation culturelle. Déjà, c'est quoi l'appropriation culturelle? Enfin, si quelqu'un veut donner une définition, peut-être c'est un peu personnel. Une définition, c'est un peu compliqué. J'ai peur de dire des bêtises. Mais en fait, je crois voir à peu près ce que c'est, moi. Oui, c'est des personnes qui disent que les cheveux, c'est l'identité. Les cheveux, en fait, par exemple, une personne blanche ne peut pas avoir par exemple, de tresses, comme les africaines, enfin des tresses collées et tout ça, parce que du coup, ça serait de l'appropriation culturelle. Et enfin, bon, je pense que ou à l'inverse, du coup, le lissage, etc. Oui, voilà, mais c'est plus dans l'autre sens, mais oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, est-ce que toi, tu es d'accord avec ce terme quand les gens ils disent les femmes qui font des tresses, elles s'approprient la culture des personnes noires, ou le contraire, quand des personnes noires se lisseraient les cheveux, elles s'approprient la culture. Enfin, c'est plus dans l'autre sens, parce que quand même, il y a comme une histoire un peu derrière les tresses, mais pas trop derrière les cheveux lisses, quoi. Un peu. Franchement, je suis vraiment pas d'accord. Je comprends pas leur point de vue, leur façon de penser. Ouais, pour toi, c'est une coiffure qui peut être portée par tout le monde, quoi. Ouais, après, par exemple, les tresses, c'est né d'une culture africaine, mais maintenant, on est dans un monde hyper connecté, mondialisé. Qu'ils y partagent, quoi. C'est ça, partage de tout, et si c'est fait dans le respect, etc., je vois pas pourquoi on interdirait ça. Et c'est vrai que je trouve que ça accentue plus la différence entre les deux cultures, quoi. Si on essaie de mélanger les cultures, faut pas réserver une coiffure à une certaine partie de la population. C'est des coiffures, quoi, aussi. Tout le monde crie. Après, il y a une histoire derrière les choses, mais moi je trouve que c'est mieux si on fait ça dans le partage. C'est ça. Tout le monde crie fraternité, unissons-nous, etc. Et en fait, là, pour le coup, ils divisent les. Pour des cheveux. C'est ça. Ils divisent les personnes pour. Pour des coiffures. Ok. Et ah oui, Zef, tu voulais pas nous parler de alors, donc, oui. Alors, j'ai interviewé quelqu'un, donc hier, qui s'appelle Maïssa, qui, pareil, en fait, a les cheveux très bouclés, très longs, volumineux. Et donc, je vais vous faire écouter l'enregistrement. Donc, j'espère que ça va marcher. Hein. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous décrire tes cheveux, comment ils sont? Alors, mes cheveux, ils sont bouclés, très bouclés. Après, ça dépend des jours. Parfois, il y a du volume, parfois, il n'y en a pas. C'est un peu comme ils le sentent. Et très bien. Est-ce que tu aimes tes cheveux? Est-ce que pour toi, c'est facile d'avoir cette masse de cheveux? Est-ce que tu arrives à les entretenir ou justement, c'est compliqué? Alors, je peux dire qu'actuellement, j'aime bien mes cheveux, oui. Je les assume entièrement, mais pendant longtemps, ça a été très dur. Ça a été vraiment un combat contre ma crinière. C'était vraiment compliqué. Les entretenir, on va dire qu'il faut s'y prendre de la bonne manière, parce que c'est vrai que en grande surface, c'est compliqué de trouver des produits adaptés, des brosses adaptées. Il faut vraiment, on va dire, savoir où aller les chercher. Du coup, justement, c'est-à-dire ça a été très dur, compliqué vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du fait de les entretenir, ou il y a autre chose? J'ai reçu beaucoup de remarques, surtout dans la période du collège, beaucoup de remarques. On les comparait on me comparait à un mouton, on disait que c'était des lianes, plein de remarques qui
me blessait énormément. Pendant un grand moment, je les attachais tout le temps. J'avais tout le temps les cheveux attachés où je me les lissais. Parce que généralement, je recevais ces remarques de la part des garçons. Et je voyais que les autres filles avec les cheveux plus lisses, plus ondulés, elles n'avaient pas de remarques par rapport à ça, par rapport à leurs cheveux. Et moi, on me prêtait toujours attention et ça me gênait énormément. Du coup, j'ai voulu leur ressembler pour arrêter d'avoir toutes ces remarques. Ça a été très dur de mettre ça de côté pour pouvoir m'intégrer, on va dire, dans la société. Et du coup, pour toi, tu avais l'impression qu'il fallait à tout prix que tu changes pour t'intégrer. Et est-ce que ça marchait, justement, le fait de te lisser les cheveux, de te les attacher, tu recevais moins de remarques en faisant ça? Eh bien, contrairement à ce que j'attendais, justement, on me disait tu t'es lissé les cheveux, ça fait bizarre comme ça, ou c'est mieux les cheveux lisses. Ou de nouveau, quand j'avais les cheveux bouclés, on me disait mais c'est quand tu te relisses les cheveux? Et un jour, on m'a carrément versé de l'eau sur moi, sur mes cheveux lisses, pour qu'ils retrouvent leur boucle. Comment tu vivais tout ça, toutes ces remarques, ça a duré combien de temps? Et est-ce qu'à l'heure actuelle, encore ça te touche? Est-ce que tu arrives à passer au-dessus? Est-ce que tu reçois moins de remarques? Ça a duré toute la partie du collège et ensuite il y a eu cet élan autour des métis girlies, autant chez les filles et les garçons. Et là, les mentalités ont directement changé. Je recevais plus de compliments qu'autre chose. Je le vivais très très mal. Mais je regrette pas ces années parce que oui, maintenant je passe au-dessus de ça et j'en suis extrêmement fière. Je suis extrêmement fière de mes cheveux, de ce que je suis et vraiment je ne changerai ça pour rien. Et maintenant je ne reçois que des compliments sur le fait que mes cheveux sont très jolis et j'en suis assez fière. Donc voilà. Est-ce que vous voulez réagir à ce qu'elle a dit? Moi, j'ai pas les cheveux non plus extrêmement bouclés. Enfin, ils sont surtout très épais et très gros entre guillemets. Enfin, c'est juste en fait ils sont juste un peu chiants en fait si on prend les termes. Mais c'est vrai que moi j'ai pas reçu beaucoup de remarques. Enfin, avant je savais pas comment m'en occuper et en fait je voyais personne avec les cheveux lisses, enfin avec les cheveux bouclés pardon. Du coup je me les suis lissés pendant toutes mes années collège et ça a un peu fait des dégâts parce que j'ai les cheveux cramés maintenant. Enfin non, je me suis coupée donc voilà ça. Mais j'avais les cheveux pas ouf quoi. Et un jour je me les étais coupés parce qu'ils étaient vraiment super longs mes cheveux. En plus ils étaient beaux hein, mais juste je me les lissais mais ils étaient vraiment jusqu'au dos, au bas du dos et ils étaient blonds, bouclés et tout. J'ai une photo de moi mais je me demande mais c'est trop beau, pourquoi je me lissais? Mais un jour je me suis coupée au carré parce que j'en avais marre, ça me gênait et tout ça. C'était l'été, j'avais pas envie de me prendre la tête avec mes cheveux et j'avais reçu j'avais eu ma surveillante de collège. Alors elle, je sais pas pour quelle s'est prise, mais elle m'avait fait c'est dommage que tu te sois coupé les cheveux, c'était trop beau tout ça. Je me dis oui c'est bon, ça me saoule d'avoir 40 cm de cheveux alors que j'ai pas que ça à faire de m'en occuper, j'ai 12 ans, j'ai pas que ça à faire de me faire 30 000 sens sur mes cheveux, enfin voilà. Bref, mais du coup je comprends ce qui se dit quand on parle de cheveux bouclés. J'ai pas les cheveux bouclés, j'ai les cheveux plus ondulés, mais je sais pas comment c'est la forme de mes cheveux, c'est juste très peu des boucles d'or ou non, plus des ça a aucun sens, mais bon voilà. Moi aussi je comprends, mais moi j'ai pas reçu de remarques. En fait j'ai les cheveux qui ont du volume et surtout quand j'étais plus petite j'avais les cheveux beaucoup plus longs et j'arrivais pas à les entretenir toute seule. J'avais pas que ça à faire, j'étais petite. Puis je recevais pas spécialement d'aide pour mes cheveux. Voilà quoi. Après est-ce qu'on a besoin de recevoir de l'aide? Pas forcément, mais donc je les lissais aussi. Il y a eu un moment où toutes les filles se lissaient les cheveux.
au collège, je sais pas pourquoi, on faisait tout ça. Ouais, non, mais ça, c'était la mode. Et c'était la mode, on se toutes les cheveux. Et du coup, on s'est cramé. Et le pire, c'est qu'on lissait hyper mal. C'était hyper moche. On savait pas lisser nos cheveux. Donc, on se ramenait, mais nos cheveux, ils étaient plus volumineux, gonflés qu'à la base. Donc, c'était vraiment très moche. Ouais. Et après, j'ai arrêté de faire ça vers la seconde, hein, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai commencé à assumer mes cheveux comme ils étaient, j'ai commencé à prêter plus attention. Et maintenant, j'arrive mieux à me coiffer. Maintenant, j'ai des mèches rouges. Ouais. J'ai toujours aimé me faire des couleurs, j'ai toujours rêvé d'en faire. Jamais reçu de remarques par rapport à ça. Après, je pense que c'est aussi lié à ton établissement scolaire où t'es, à ton entourage. Jamais reçu de remarques, à part des remarques stéréotypées mais drôles. Ah, ça y est, tu t'es mise à fumer, espèce de tox. Mais enfin voilà, c'est drôle. Mais sinon, non, jamais reçu de remarques négatives. Quoi. Ouais, moi aussi, mes cheveux, avant, je me les lissais, quoi. Mais au lycée, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un déclic. Je pense que c'est surtout parce que j'avais la flemme, en fait, de me lisser et j'avais pas le temps. Et surtout, c'était super moche. C'était vraiment lissé devant et derrière, j'avais pas cette force dans les bras pour lisser derrière. Du coup, ça faisait mes cheveux normaux derrière. Enfin bref, c'était hideux. Et j'ai arrêté de faire ça au lycée, Dieu merci, parce que bon, voilà. Mais du coup, on va enchaîner avec la musique. Non, attendez, oui, c'est ça. La musique Minifalda de Tracy Dessa. Tracy Dessa, c'est toujours pas d'accent. Qu'on avait reçu sur Radio Tilleul. Donc, c'est parti. Pour une émission que vous pouvez retrouver donc, sur le site. Et tu got Tracy Dessa, DJ Nejo. Commence à vider les tiroirs. Si les vêtements ont la capacité d'échanger notre trajectoire, tu savais comme on en a marre. Ramène la coupe à la maison, rentrer vivante est une victoire. Non, y a pas de punchline, pour moi c'est un point d'honneur. Qu'on me respecte pareil en jogging ou en tailleur. Comment ça c'est la faute de l'or et non pas du voleur. On voit très bien qu'il y a tort si on change le forceur. Situation aggravée, on basket et on cravaté. La vie fait pas le moins, surtout si les vœux sont déplacés. Nos dignités au rabais, qu'est-ce qu'ils portaient, on s'emballait. Commence à mettre les accents sur les bonnes lettres de l'alphabet. Ce que je porte ou pas, mon haut, mon bas. Pourquoi tu tes mains, ma vie entre tes mains, accrochée sur mes seins avec vos esprits malsains et plus fermés que mes cuisses sur mon vagin. No es culpa de mi minifalda, no es culpa mía, no es culpa de mi minifalda, no es culpa de mi minifalda. C'est pas un crime de porter une mini-jupe, c'est pas un crime, non. C'est pas un crime de porter une mini-jupe. Qui commet le crime, tu le sais avec certitude. Quiero seguir andando, que elegí mi bando. Quiero ser libre, tomar el control de mi mando. No es pa' tanto, es lo que diría si todos fuésemos santos. Por ahora mira bien de dónde viene el llanto. Siempre tienen algo que decir, que corregir, algo que añadir. Y lo digo de experiencia, no entiendo por qué estos me quieren vestir. No quiero hablar del tema, tuvo que surgir. Y si alto, la boca es agresiva. Y si quiero ser mejor que compulsiva. Y si tengo una opinión, soy subjetiva. Venga, venga, va, no desperdicie esa saliva. Y arriba, ta, viña atrás, pa, mamá, ta, no hace falta, falsa trampa para aguantar. Pero en serio ya, dejan pa' mi minifalda. No es culpa de mi minifalda, no es culpa mía. No es culpa de mi minifalda, no es culpa de mi minifalda. No es culpa de mi minifalda, no es culpa mía. No es culpa de mi minifalda, no es culpa mía, non. Non, c'est pas ma faute. Une main sur ma fesse, mais c'est moi la chaude. Immunité d'homme, ils arrivent à s'en sortir même sans un carton jaune. C'est pas un crime de porter une mini-jupe. C'est pas un crime, non. C'est pas un crime de porter une mini-jupe. Qui commet le crime, tu le sais avec certitude. C'est pas un crime de porter un décolleté. C'est pas un crime d'avoir le ventre en l'air. C'est pas un crime de porter une mini-jupe. Qui commet le crime, tu le sais avec certitude. Vous êtes toujours avec Saja Cass et Radio Tilleul sur le 89.5 de Radio Joe. Donc on vient d'écouter Minifalda de Tracy Dessa, pardon. Et du coup, on va maintenant parler du film L'événement. Donc Zef et Anali, elles l'ont vu. Moi, je l'ai pas vu, mais je vais leur poser des petites questions dessus. C'est un film qui est récemment sorti au cinéma. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide résumé du film, pardon. Alors, donc, L'événement est un film français réalisé par Audrey Diwan. Ouais, sorti en 2021, qui est l'adaptation du roman éponyme d'Annie Ernaux, sorti en 2000.
Donc le film retrace l'histoire d'Anne, qui est une jeune femme étudiante en France en 1963, qui tombe enceinte et qui décide d'avorter afin de finir ses études et de ne pas avoir la charge donc d'un enfant. Donc faut savoir que durant les années 1900, la société condamne le désir de la femme et le sexe en général. L'avortement est très mal perçu et donc interdit, et Anna tente donc de confronter les lois, d'aller au-dessus de ça. Et elle va tenter par tous les moyens d'avorter, tout en recevant le jugement des autres, les critiques et le peu d'aide qu'elle va recevoir. Et elle va souvent avoir cette fameuse phrase « ça ne regarde pas, c'est son problème ». Ok. Et du coup, il y en a beaucoup, j'ai eu pas mal de retours, il y en a qui ont trouvé ça très dérangeant, il y en a qui ont fait des malaises carrément, tout ça, que c'était très sanglant, très gore, donc je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est mieux que ça soit comme ça, que ce soit hyper réaliste et que ce soit vraiment cru, ou alors vous aimez qu'il y ait un peu plus comme de distance? Ça peut choquer pour ceux qui ont une âme sensible, mais moi je parle pour les fragiles. Non, mais moi j'ai été étonnée. Moi je suis allée avec mes parents et moi je n'ai pas été choquée. Je sais pas pourquoi. Par contre mes parents à chaque scène hyper sanglante, ils étaient là, ils se crispaient sur leur siège et en fait du coup finalement ça dépend même pas de l'âge, c'est juste genre de comment tu vis les choses et moi. C'était parfait, genre il fallait vraiment que ça soit il fallait vraiment que ça percute, que ça choque le public pour que le message pour que le message passe, pour que les gens entendent et voient ce qui se passe réellement au lieu d'arrondir les angles et tout, de faire tout beau pour pas moi je trouve que comme les pubs pour les règles quoi, tu vois. C'est ce qui fait cet exemple. Et du coup est-ce que vous trouvez vous viviez pas à cette époque-là, mais est-ce que vous trouvez que ça reflète bien la société d'avant, que c'est assez révélateur en fait de ce que vivaient les femmes à cette époque? Je sais pas. Moi, je suis née en 2005. Je sais pas si avant. Je sais pas trop. Je sais pas. Parce que moi, à des moments, j'avais l'impression qu'on était dans cette époque-là, quoi. Tu vois, je sais pas, ça faisait pas très différent. J'avais l'impression. Mais de mes cours d'histoire de MC, je sais que l'avortement était interdit, il était hyper mal vu, etc. Ça a été bien montré, et ça, je l'ai compris et. Ça reflétait bien ce qu'on m'a dit. J'avais entendu parler d'un truc, ça s'appelait, c'est le manifeste des 63 salopes, un truc comme ça. C'était un truc où en fait il y a plein de femmes connues qui avaient révélé de cette fille avortée. Il y avait eu Catherine Deneuve, elle se souvient là, elle avait publié ça à cette époque et je crois que ça avait fait un buzz, un bad buzz plutôt du coup, mais je crois que c'est ça, mais je sais plus, je me rappelle plus trop, mais en gros c'était ça, donc c'était vraiment hyper mal perçu. Alors que c'était il y a pas si longtemps que ça en fait. C'était vraiment 50 ans et voilà. Mais du coup, est-ce que vous trouvez, vas-y. Moi du coup j'avais pas répondu à la première question. Ah oui pardon, vas-y. Attends, c'était quoi, c'était dérangeant? Moi j'ai pas trouvé ça spécialement gore. Je trouvais ça pas gore ni sanglant. En fait, moi au contraire, je trouve qu'on voyait pas, on voyait rien quoi. En fait, ce que je trouvais bien, c'est les plans. Il faisait des plans donc sur son visage et on voyait la douleur qu'elle subissait quand elle essayait donc de se faire avorter. Mais on voyait pas ce qui se passait en bas. Et je me disais, on n'a pas besoin de montrer du sang, des choses hyper gore pour montrer que la personne souffre. On peut voir donc le corps qui réagit, le visage. Et rien que ça, moi je sais que quand je regardais les films, j'étais mal, je sentais la douleur. Après moi je suis trop émotive. Quand je regarde des films, je chiale pour rien, je ressens tout. Mais je sais que la plupart des personnes à la fin du film, ils étaient pareils que moi, ils ressentaient tout ce qu'elles sentaient. Donc c'est extrêmement bien fait. Voilà. Et du coup, par rapport à ce film, est-ce que vous trouvez que l'opinion publique sur l'avortement, ou même l'avis des gens sur l'avortement, il a changé, il a beaucoup évolué, déjà maintenant l'avortement c'est légal. À cette époque ça l'était pas du tout. C'est un changement quand même, mais c'est légal maintenant. Mais oui, encore heureux. Mais du coup, est-ce que plus l'opinion publique, ce que les gens pensent de l'avortement, est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de changements ou qu'en fait pas tellement évolué? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'avant, c'était vraiment très, très mal vu. Pendant le film, on peut voir les médecins. Le médecin doit aller le plus proche. On ne sait pas trop son avis là-dessus, mais on sait qu'il est un peu mitigé. En fait, il est un peu mitigé. Moi, de ce que j'ai compris, il était pour, mais vu qu'il y a des institutions, vu que c'est illégal, il a
il a peur de se... Puis même, je pense qu'il perçoit d'un côté ça un peu mal, parce que peut-être qu'il y a aussi je sais pas s'il y a forcément un côté religieux. Moi, je l'ai vraiment pas ressenti comme ça. Moi, Ouais. son médecin généraliste, il était vraiment d'accord, sauf que pour l'avortement, sauf que par peur de l'autorité, de l'État qui sanctionne ça, par peur de se retrouver en prison, etc. Ouais. C'est un peu ça. D'ailleurs, il y a un film, enfin, je fais un peu un Vas-y, pont, vas-y. mais il y a un film au Méliès qui passe en ce moment, qui s'appelle Le diable n'existe pas, et Ouais. qui traite de ce truc-là. On est sous une autorité, et est-ce qu'on doit obéir à l'autorité même si c'est contre notre foi, ou en fait désobéir au risque de notre vie. Et c'est un peu l'enjeu de ce médecin-là, c'est est-ce que je risque ma carrière de l'aider, voilà, Mais au moins, de finir en prison, c'est etc. ça. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, enfin, tu parlais de foi, il y a quand même beaucoup de... C'était beaucoup des causes chrétiennes aussi, enfin chrétiennes catholiques, je sais pas, mais que c'était à cause de la Après, là, ça a religion pas été que les trop gens montré étaient... dans le film, là, Je sais pas, ouais. j'ai pas vu le film, mais Ça a même pas été, c'était leur argument un peu aux anti-avortements, c'est anti-IVG, pardon. Oui, ça c'est tue surtout que c'est l'enfant, contre la religion, etc. ça tue un individu, alors que bon, on rappelle quand même que l'individu n'est pas formé, que c'est encore à l'étape de cellules, ouais, donc c'est bon, voilà, enfin, je vais pas donner mon avis, mais voilà. Et du coup, pour finir, ça a été quoi votre avis sur ce film, si vous l'avez bien aimé ou pas? Vas-y. Enfin, moi, je peux pas dire que j'ai pas aimé, ce serait un tellement gros mensonge. Vraiment, j'ai kiffé. Et étonnamment, je suis quelqu'un d'hypersensible quand je regarde des films et tout. Je pleure à chaque fois. Et là, bizarrement, je ne suis pas ressortie en larmes, mais j'étais comme si je venais de voir une scène de crime horrible. Et j'étais coupable, je tremblais, ça vibrait en moi, genre j'étais pas bien, j'étais stressée, j'étais angoissée, mais je n'ai pas pleuré. Ouais. Et je pense que quand tu ressens ça à la fin d'un film, genre ça veut dire que ça a réussi, ça marche, ouais, c'est ça. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, je pensais pas que j'allais autant aimer, mais vraiment le jeu d'acteur il était superbe, et toute l'histoire globale je l'ai trouvée intéressante, et je trouve ça important en fait de montrer ça. Et quand t'as parlé il y a quelques instants des plans qui étaient ça, c'est vraiment moi j'ai kiffé parce que sur les plans c'était tellement bien travaillé. T'as raison, c'était propre. On n'avait pas de plan sur la partie sexuelle de la femme qui saigne enfin il y en avait quelques-unes, mais on voyait c'était pas violent quoi. On voyait des gros plans sur le visage de la fille qui avec son visage qui se crispait de douleur, et on voyait pas ce qu'elle faisait, enfin on comprenait. Oui, les scènes étaient tellement percutantes, c'était incroyable. Après, sur la scène de la fin, on peut voir aux toilettes. On voit bien la scène pour le coup. Je pense que ça a été la scène la plus trash pour tout le monde. Enfin bref, on vous conseille d'aller le voir. Moi je vais aller le voir parce que j'ai beaucoup trop d'avis divergents pour pas m'intéresser au truc, donc moi j'irai le voir. C'est un super film, ok, bon voilà. Et du coup on termine l'émission avec Inès et la chronique de Qu'est-ce qu'elle dit, qui tente d'expliquer nos manières de parler aux auditeurs qu'on dit boomer. Yes. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'elle dit? Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Qu'est-ce qu'elle dit? On s'était retrouvés il y a 2 mois pour parler du terme yappa que j'utilisais beaucoup, qui est devenu un tic de langage. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un terme que certains d'entre vous ont souvent écouté et entendu sans savoir réellement ce que ça signifie. Et c'est le mot chouin. Alors le mot chouin, si on fait son étymologie, c'est un terme qui vient du latin. Non, c'est pas du tout ça. Enfin, vraiment pas. C'est pas du tout un terme qui vient du latin comme les autres mots qu'on pense. C'est un terme ivoirien qui vient de l'argot ivoirien et qui a été repris par des rappeurs français dans les années, je sais pas, 2010, un truc comme ça. Et c'est comme ça que c'est devenu connu. La plus célèbre musique avec ce mot-là, c'est celle de Caris, où ça fait chouan chouan chouan. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent cette musique-là. Et c'est un terme qui est... je sais pas si de base c'est péjoratif ou pas, mais en tout cas, à partir du moment où les rappeurs l'ont pris, c'est devenu directement péjoratif.
et les jeunes ont commencé à reprendre ces termes-là. Donc pour les personnes plus vieilles, chouin, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, parce que je pense que au moins une fois dans votre vie, vous avez dû entendre un jeune dire ça sans savoir ce que ça veut dire. Donc en fait, dans notre jargon à nous en tant qu'adolescents, c'est quelque chose de péjoratif, comme une insulte qui signifie que c'est une femme liée au fait d'être une pute, en gros. Et donc voilà, le terme chouin est très relié à pute, c'est un peu un détourné du terme pute. Et le terme pute, c'est une insulte, donc on vous traite de sale chouin, sale pute. La plupart du temps, ça signifie la même chose, c'est tout le temps les mêmes pensées derrière, le fait de penser qu'à intérêt, enfin... Voilà, cette image hyper péjorative, et moi je trouve que c'est grave parce que c'est beaucoup des jeunes qui utilisent ça. C'est vraiment des très jeunes sans savoir ce que ça signifie, parce que juste quelqu'un qui a une notoriété qui l'emploie, tout le monde va l'employer. Et pendant, genre c'est vers 2017, un truc comme ça, il y avait vraiment tout le monde qui disait ça, genre sale chouin, chouin, c'était même devenu des mèmes. Enfin les mèmes, c'est des sortes de blagues. Et c'est ça qui moi m'a beaucoup outré, c'est que je me dis, il y a des termes comme ça qui sont détournés et qui sont employés dans des moments inappropriés, et ça en devient des termes très malsains, et c'est voilà, donc tu vois, c'est vraiment un terme lié à pute, et pute, moi je trouve ça un peu un peu horrible de l'employer, parce que de base c'est une profession, c'est des femmes qui utilisent cette profession libérale. La plupart du temps c'est les femmes dans la société dans laquelle on vit qui se font insulter de ça. Pourquoi ? Parce que on est dans une société patriarcale avec encore beaucoup d'insultes sexistes où les femmes sont vraiment victimes, et le terme sale pute il est tout le temps employé, tout le temps il y a des femmes qui se font insulter par ça. Moi je me suis déjà fait insulter de ça, j'ai des copines aussi, c'est pareil. Enfin, vraiment c'est un terme qui revient tout le temps, et c'est quelque chose de hyper péjoratif, alors que de base c'est tout simplement un simple métier. Et c'est pareil pour le terme chouin, en fait c'est vraiment relié. Donc oui, nous les jeunes on rigole beaucoup sur ça, sur le fait d'utiliser ça de manière très humoristique, mais ce que je trouve désolant, c'est que ce soit des jeunes qui utilisent ça et qui utilisent premier degré. Il faut pas tout prendre au pied de la lettre, en fait, c'est ça que je trouve hyper triste. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que dans notre jargon en tant qu'adolescent, il y a beaucoup de termes qu'on emploie sans savoir d'où ça vient, pourquoi et c'est quoi les impacts, parce que ces termes-là ils sont très discriminants, très dévalorisants envers les femmes, surtout parce que c'est souvent les femmes qu'on insulte de ça. On n'a pas tendance à dire que c'est un homme, sale chouin, un homme, c'est vraiment une femme, c'est vraiment cette image de la femme qui est sexualisée, qui en devient un objet. Donc voilà, sur ce je vous souhaite de très bonnes vacances, de très belles fêtes de fin d'année, et on se retrouve pour le prochain terme de Qu'est-ce qu'elle dit. Bon, du coup, merci à Inès pour sa chronique sur le mot de chouin. Donc, je remercie à tout le monde d'avoir participé. Donc, Eva, Nalali, Stéban, Inès, Maïssa, Maë, mon père, enfin, voilà. Surtout mon père. Surtout mon père. Et donc, vous pouvez nous retrouver sur radiotilleul.org, et vous pouvez retrouver Radio Dio, donc ça jacasse toutes les semaines. Et nous, vous pourrez nous retrouver sur Radio Dio donc dans un mois avec les rappeurs, et dans 2 mois donc avec nous. Donc on vous attend avec impatience. Et voilà, donc on se retrouve en février, et bonne journée à tous. Salut. Au revoir.